Comment s'est faite l'annonce de la découverte de ce soi-disant virus, ce prétendu virus? C'est une longue histoire. En fait, il faut remonter à 1972, donc 9 ans avant le début de ce qu'on peut appeler une épidémie. Le président Richard Nixon, à l'époque, avait déclaré la guerre contre le cancer. C'était son grand chantier. Et immédiatement, on a demandé au Congrès américain de débloquer des sommes colossales pour travailler dans la recherche contre le cancer, mais à la condition que ces recherches soient effectuées uniquement sur les rétrovirus, c'est-à-dire qu'un chercheur indépendant qui aurait cherché à trouver la véritable cause du cancer, celui-là aurait été immédiatement blackboulé. Il n'y en avait que pour les rétrovirus. Alors peut-être parce qu'on avait observé un lien entre ces rétrovirus et le cancer chez certaines personnes. En effet, c'était partie des recherches qui avaient été faites par le professeur Harven, entre autres par Charlotte Freund, à New York, et qui ont constaté qu'il y avait un certain rapport entre les cancers du poulet ou de la souris et les rétrovirus. En 1981, quand apparaissent les premiers cas de ce qui s'avérera ensuite le sida, on a essayé de le faire passer du cancer à une nouvelle maladie. Les crédits colossaux qui ont été accordés aux chercheurs n'ont donné absolument aucun résultat après 9 ans donc de recherche totalement infructueuse. Le public américain et le Sénat avaient allongé des millions de dollars évidemment. Et cette histoire de sida est tombée comme du pain béni et a permis même d'augmenter les subventions par rapport au cancer. On a multiplié les subventions. En 1981, il y a eu d'un seul coup plusieurs cas parmi les homosexuels des grandes villes qui avaient tous les mêmes maladies et les mêmes symptômes, c'est-à-dire notamment les 2 maladies symptomatiques du sida, des premiers sida on va dire, le sarcome de Kaposi, qui est une espèce de cancer des vaisseaux sanguins, et la deuxième maladie emblématique, c'était la pneumocytose, une pneumonie à pneumocystis carini, c'est le nom du microbe. Et plutôt que de voir ce qui était visible immédiatement, à savoir que ces maladies étaient dues à l'utilisation de drogues, et exclusivement de drogues, on a senti comme une bonne odeur passer. Et si on pouvait transformer ça en maladie contagieuse? Et c'est comme ça qu'on a fait un faux lien, en fait, un lien d'opportunité avec un virus. On a dit, tiens, ça serait pas mal un virus, parce que ce n'est pas très visible, c'est tout petit, personne n'ira voir. Donc l'annonce de la découverte de ce fameux VIH s'est faite en partie par le professeur Robert Gallo aux États-Unis, en collaboration avec le professeur Gilbert Montagnier, français comme vous le savez. Donc dans le laboratoire de Gilbert Montagnier à l'Institut Pasteur en 1983, on a, semble-t-il, découvert ce qui semblerait être un virus. Je n'irai pas plus loin. Et l'année suivante, en 1984, Robert Gallo, en utilisant un échantillon provenant de l'Institut Pasteur, a lui-même fait une prétendue découverte de virus. Mais ce n'est pas Gallo qui a annoncé ça comme étant la responsabilité du sida. Non. L'annonce a été faite officiellement dans une conférence de presse par Margaret Heckler, secrétaire d'État à la santé, et non pas par les scientifiques eux-mêmes. C'est donc une déclaration officielle gouvernementale américaine qui a déclenché le phénomène en disant « Nous venons de découvrir le vecteur du sida ». C'est donc une volonté politique qui ne s'était jamais fait auparavant avec les autres virus. Cette conférence de presse historique avait annoncé que ce virus est probablement la cause du sida. Et le lendemain, les médias du monde entier ont oublié un seul mot, le mot « probablement ». Et c'est passé de la probabilité à la certitude en 24 heures. Ce qui a changé beaucoup de choses, évidemment, aujourd'hui. Puisque ce virus n'a jamais pu être isolé, donc on pourrait se demander quelle est la valeur du test de dépistage du sida et à quoi correspond le fait d'être séropositif. Ce que le public croit très souvent, c'est que ce test identifie la présence d'un virus, ce qui est absolument faux. Ce test identifie uniquement la présence d'anticorps qui sont censés s'opposer à la multiplication de ce virus
et en aucune manière la spécificité de ces anticorps n'a pu être démontrée, tout au contraire. L'auteur américain Christine Johnson a publié en 1998 un article clé dans l'histoire de cette controverse sur une liste d'environ 70 conditions médicales causant la séropositivité. Et dans cette longue liste, on trouve la tuberculose, la malaria, la lèpre, la vaccination antigrippale, la grossesse, les grossesses multiples, les transfusions sanguines. Et donc si vous mettez la malaria, la lèpre, la tuberculose dans les causes possibles de la séropositivité, vous imaginez bien ce que ça donne sur la scène africaine, en particulier. Donc ce test n'a strictement aucune valeur et a uniquement permis de terroriser la population du monde entier et de justifier d'une façon qui ne peut être mieux caractérisée que celle d'un génocide pharmacologique sans justifier la prescription à tous les patients séropositifs de médicaments d'une toxicité tout à fait mortelle. Donc toutes les personnes séropositives à qui l'on a prescrit des traitements très lourds étaient des individus sains. Les fabricants de ce test précisent d'ailleurs en long et en large dans leur notice, il suffit de lire, qu'une personne pouvait être séropositive à Paris, par exemple, et négative à Sydney, en fonction des lieux. Par exemple, en Afrique noire, il suffit de 2 bandes de protéines sur les 10 caractéristiques du prétendu virus. Il suffit d'avoir donc 2 bandes positives pour être classé comme séropositif. En France, il en faut 3. En Australie, il en faut 4. Donc, si vous vous trouvez malade en Afrique, vous faites un petit saut en avion jusqu'en Australie et vous vous retrouvez sain d'un seul coup. Ce test n'est pas applicable en Grande-Bretagne, il est considéré comme tout à fait non significatif. Alors, le fameux AZT. Donc, l'AZT qui était un antirétroviral, soi-disant. Et c'est un médicament qui a été étudié dans le cadre de la lutte contre le cancer au départ. Puisqu'il s'est avéré que, comme on a l'habitude de faire des tests sur les souris, que toutes les souris crevaient. Donc on a absolument refusé, catégoriquement, que ce médicament soit mis sur le marché. Il est resté donc dans les placards jusqu'au jour où la pression montante, les gens réclamant à gros efforts de panneaux, on veut un traitement, on a ressorti ça du placard en disant ça fera l'affaire, et à ce moment-là on a donc ressorti l'AZT. Comment ce poison a pu obtenir une autorisation de mise sur le marché juste en quelques semaines? Jamais une approbation de mise sur le marché d'un médicament aux États-Unis n'a eu lieu avec une telle précipitation. La mortalité des hémophiles séropositifs a été étudiée dans le Royaume-Uni, en particulier entre 1980 et 1992, dans toutes les années initiales jusqu'en 1986-1987. Ce taux de mortalité des hémophiles séropositifs était extrêmement stable. En 1987, on a commencé à les traiter avec de hautes doses d'AZT. Et la mortalité est montée en flèche. La courbe va comme ça jusqu'en 1987. Il n'y a pas de preuve plus frappante de l'extrême toxicité de ce médicament et du fait que les hémophiles ne mouraient jamais du VIH, mais sont très souvent morts de l'intoxication par cette drogue extrêmement dangereuse.